Camille et Lucile Desmoulins, c'est un projet qui est né d'un autre projet, en fait d'une biographie de Robespierre. Et à étudier Robespierre, je me suis rendu compte combien ce personnage qu'on croyait connaître, qu'on connaît déjà en grande partie bien sûr, avait des zones d'ombre. Il y avait notamment des moments dans leur existence qui étaient totalement inconnus. J'en prendrai un seul. Pour 1788, on n'avait absolument aucune ligne dans les biographies sur Camille Desmoulins et aucune ligne quasiment sur Lucile. Alors sur Lucile, on connaissait bien sûr son journal de cette année 1788, mais c'était tout. Sur Camille, on n'avait rien, alors que l'année 1788, c'est l'année d'un premier engagement politique en faveur d'une réforme des parlements. C'est aussi l'année d'un grand procès criminel dont il va être avocat. C'est aussi l'année d'un premier pamphlet politique qui était jusqu'ici resté totalement inconnu. Il y avait donc du neuf à écrire, étonnamment, sur des personnages aussi connus que ces deux personnages-là. Ils ont été formés l'un et l'autre de manière assez classique, comme on élevait à l'époque les jeunes garçons et les jeunes filles. Le jeune garçon, Camille Desmoulins, a une formation au collège Louis-le-Grand à Paris, une formation chrétienne, mais aussi une formation par les auteurs antiques, et il va être toute sa vie profondément marqué par ces auteurs, notamment les auteurs grecs et les auteurs latins de l'époque républicaine, qui vont à la fois former son style, sa sensibilité et ses convictions politiques. Quant à Lucile Duplessis, elle est élevée comme une jeune fille de la bonne bourgeoisie avec un précepteur qui vient à domicile, qui lui apprend les rudiments de l'écriture, de la lecture, des mathématiques. Un autre professeur qui vient lui apprendre le pianoforte. Elle a ainsi une éducation qui est une éducation destinée à une jeune fille, mais avec une dimension classique qui est assez forte. Elle lit les auteurs du XVIIIe, elle lit également beaucoup de romances, beaucoup de poésie qui souvent s'inspirent notamment de cette poésie bucolique qu'on appréciait particulièrement à l'époque antique. Ils se sont rencontrés dans un autre jardin que celui-ci, dans le jardin du Luxembourg, à côté duquel ils habitaient l'un et l'autre. Ils s'y promenaient souvent. Et en 1783, le jeune Camille Desmoulins s'intéresse particulièrement à une jeune femme qui n'est pas Lucile Duplessis, mais qui est sa mère, qui a même pas 10 ans de plus que le jeune homme. Camille Desmoulins est à ce moment-là un étudiant en droit, il écrit des poèmes, et la mère de Lucile Duplessis va pendant quelques années devenir sa muse, en quelque sorte, avant de devenir avant tout la mère de la jeune Lucile, qu'il va essayer de courtiser à partir de 1785-1786. Pour les hommes du XVIIIe siècle, la République peut renvoyer à deux modèles politiques différents. Il y a d'abord la République, telle que l'a définie Montesquieu. C'est une République qui se définit par le fait que la souveraineté appartient au peuple. Mais dans ce type de République, le pouvoir exécutif peut tout à fait être dans les mains d'un roi. Pour Montesquieu, l'Angleterre dispose d'un régime républicain. Camille Desmoulins, lui, dès 1789, se prononce pour une autre république. Une république comme celle de la Rome antique, une république comme celle de l'Athènes antique, une république qui est une république sans roi. Elle se définit toujours par le fait que la souveraineté appartient à la nation, bien évidemment, mais pour un homme comme Camille Desmoulins, cette souveraineté doit non seulement appartenir à la nation pour le législatif, mais aussi pour les autres pouvoirs. La nation ne doit pas partager ce pouvoir avec un roi. La République, pour lui, elle répond à la définition qu'on en a encore aujourd'hui. Une République, c'est un régime sans roi. Le mot de liberté, c'est évidemment un mot central dans le vocabulaire politique du XVIIIe siècle. Les hommes de la fin du XVIIIe parlent beaucoup de la liberté et du bonheur, et souvent ils associent ces deux mots. Camille Desmoulins fait de même, et c'est vrai que lui, dans son journal, va une première fois associer dans l'ordre qu'on lui connaît aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité. Alors il n'en fait pas encore une devise, le premier à demander que ces trois mots forment une devise, c'est Robespierre, mais avant que Robespierre ne formule cette demande et ne fasse de ces trois mots une devise pour le nouveau régime politique français, Camille Desmoulins les a associés dans cet ordre, dans son journal. Il en fait, à partir de ce moment-là, trois mots-clés pour comprendre le régime tel qu'il imagine.
la liberté, qui doit être selon lui quasiment absolue, notamment dans le domaine de la presse, l'égalité, qu'il conçoit comme une égalité politique, tous les citoyens ont les mêmes droits, la fraternité, la nation française étant une nation de frères avec une solidarité entre les hommes et les femmes qui doit être forte dans le cadre de ce territoire. Alors c'est vrai qu'on se trouve aujourd'hui au jardin du Palais Royal, qui était déjà dans les années 1780 un jardin qui venait d'être aménagé, qui était ouvert au public. Et le 12 juillet 1789 s'y est déroulée une scène qui a marqué profondément la vie de Camille Desmoulins. Cette scène, elle est connue, elle n'est pas anecdotique, hein, c'est une scène qui a véritablement existé et qui a eu son importance politique, une scène qui a été reconnue comme importante par les contemporains. Le 12 juillet, c'était un dimanche, Necker avait été renvoyé la veille par Louis XVI, et à Paris, avec la pression des troupes étrangères notamment, qui s'étaient approchées quelque temps auparavant de la capitale, on craint un coup de force des ministres du roi contre les États généraux devenus Assemblée nationale et contre Paris. Et le 12 juillet, Camille Desmoulins est l'un des jeunes hommes qui vont monter sur une table dans ce jardin du Palais Royal pour appeler à l'insurrection. Il est en quelque sorte l'étincelle ou l'une des étincelles qui va mettre le feu aux poudres et qui va aboutir au 14 juillet 1789. Camille Desmoulins considère que les révolutions sont d'abord faites par quelques hommes. Il considère que le rôle de quelques individus seulement est fondamental. Les peuples, bien sûr, sont acteurs de la révolution, mais il faut que les peuples soient guidés, en quelque sorte. Et Camille Desmoulins a donc confiance dans quelques hommes qui sont des orateurs, comme Robespierre, qui est l'un de ses amis, dans quelques hommes qui sont aussi des auteurs périodiques, comme il les appelle, des journalistes, comme on dirait aujourd'hui et comme on le dit aussi à cette époque-là. Et il a beaucoup d'estime pour des hommes comme Brissot, comme Loustalot, comme Marat. Il croit également que son rôle de journaliste est un rôle essentiel. Et il considère que la révolution, elle va être faite et portée d'abord par ces hommes, mais pour l'intérêt du peuple, et pas simplement du peuple français, de tous les peuples. Il est l'un de ceux qui considèrent que la révolution qui commence en 1789 ne s'arrêtera pas aux frontières de la France et qu'elle touchera l'Europe entière. Si l'on regarde l'ensemble de la carrière de Camille Desmoulins, de sa carrière politique, il y a finalement deux tournants essentiels que l'on peut souligner. Un premier tournant, bien évidemment, c'est l'été 1792. L'été 1792, c'est la révolution du 10 août, c'est la suspension provisoire, dit-on à l'époque, du roi, qui va de fait cesser d'être roi, et au mois de septembre, la République va être proclamée, la Convention nationale va être réunie. Camille Desmoulins est l'un des hommes qui sont élus députés à la Convention nationale, il change de statut. Il n'est plus simplement journaliste, il va parfois l'être encore, parce qu'il va à certains moments publier de nouveau un périodique, mais il est également représentant du peuple. Et c'est quelque chose qui change évidemment son rôle politique. Le deuxième grand moment, c'est l'été 1793. L'été 1793, il y a eu l'éviction de quelques députés que l'on appelle girondins ou brissotins de l'Assemblée. Camille Desmoulins y a contribué, mais il se rend compte très vite que cette exclusion des brissotins change profondément la nature du gouvernement. À l'été 1793, la République vient de se doter d'une constitution. Camille Desmoulins apprécie énormément ce texte qui vient d'être adopté, un texte très démocratique, mais il s'inquiète de voir ce texte non immédiatement appliqué. On est dans une période de guerre extérieure, de guerre intérieure, une période de tension qu'on va par la suite appeler la terreur, et cette entrée progressive dans une terreur qui ne porte pas encore ce nom l'inquiète énormément et va peu à peu le mettre en porte-à-faux par rapport à certains de ses amis montagnards. Pour comprendre la fin de Camille Desmoulins et par la même occasion la fin de Lucile Desmoulins, il faut sans doute se reporter d'abord à ces mois de décembre 1793, janvier 1794. C'est l'époque où Camille Desmoulins veut continuer à défendre les principes qu'il a défendus en 1789, et il va le faire par l'intermédiaire d'un journal qui s'appelle Le Vieux Cordelier.
Le numéro 1 est un numéro très bien accepté, le numéro 2 est très bien accepté. À partir du numéro 3, il y aura une polémique très vive qui va se déclencher autour de ce journal et qui va faire qu'au Club des Jacobins, qui est une véritable puissance politique à la fin de l'année 1793, Camille Desmoulins va être mis en quelque sorte en minorité avec d'autres, comme Danton, comme Philippot. Ils vont apparaître petit à petit comme ceux que Saint-Just va qualifier d'indulgents. Ils vont devenir, malgré eux, ce que l'on appelle à l'époque une faction, c'est-à-dire un groupe politique qui paraît avoir oublié un temps l'intérêt général pour son intérêt propre. Et les tensions qui existent au début de l'année 1794, ces tensions entre le gouvernement et puis deux oppositions républicaines, une opposition qui est plus à gauche, qu'on appelle pour faire simple les hébertistes autour d'Hébert, une opposition qui serait plus à sa droite, l'opposition dite des indulgents, va se résoudre par une division entre républicains qui va conduire à la guillotine d'abord les hébertistes, ensuite les indulgents, et parmi ces indulgents, dans une première fournée, Danton, Desmoulins et beaucoup de leurs proches, et puis des personnes dont ils n'étaient pas véritablement proches, et moins d'une semaine plus tard, Lucile Desmoulins, que l'on a accusé entre-temps d'avoir soutenu un complot des prisons pour faire évader les indulgents, pour faire assassiner les membres du tribunal révolutionnaire, et l'un et l'autre vont ainsi être guillotinés à quelques jours d'intervalle. L'un et l'autre sont réhabilités finalement très rapidement. Après l'arrestation et l'exécution de Robespierre et de ceux que l'on va qualifier les robespierristes à l'été 1794, il y a toute une réflexion qui se produit au sein de l'Assemblée nationale, une réflexion sur les responsabilités de ce qui s'est passé en 93-94, une réflexion sur les causes de ce que l'on commence à appeler la terreur ou le régime de la terreur. Et ces réflexions, elles passent aussi par des réhabilitations. Les principales réhabilitations sont celles des Brissotins, Brissot, Vergniaud, Gensonné, qui vont être très vite et assez unanimement réhabilités à partir du début de l'année 1795. Et étrangement, deux montagnards vont être associés à eux, Philippot et Camille Desmoulins, et vont être compris dans ces personnes que l'on considère avoir été victimes de ce qu'on appelle les triumvirs, ceux qui se seraient saisis d'une espèce de dictature jacobine, mythique en partie, avant l'été 1794. Et il y aura donc une réhabilitation de Camille et de Lucile Desmoulins dès l'année 1795, qui va se poursuivre par la suite, puisque ces personnages vont devenir des personnages centraux de la mémoire républicaine à l'époque de la Troisième République, en même temps que Danton. Alors la singularité du travail que je présente sur Camille et Lucile Desmoulins par rapport à tous les travaux qui avaient été accomplis auparavant, elle est double. D'abord, il y a eu un travail de recherche dans la documentation. Il y a une trentaine de dépôts qui ont été explorés, des documents nouveaux qui ont pu être trouvés, parce qu'il est plus facile de se déplacer aujourd'hui, parce qu'il est plus facile d'avoir accès à la documentation, notamment manuscrite, et ainsi il y a des blancs dans l'histoire de la vie de Camille et de Lucile Desmoulins qui ont pu être comblés, comme pour 1788, comme pour les relations familiales, puisque toute la correspondance qui avait été éditée avait été une correspondance expurgée, et tout ce qui avait trait à la vie personnelle du personnage, qui n'intéressait pas les historiens du XIXe siècle, avait été gommé lors de cette édition. Donc il y a d'abord ce travail sur les sources. Le but, c'était de revenir au document originel pour essayer de présenter l'homme tel qu'il avait été. Et la deuxième originalité, c'est d'avoir essayé peut-être de présenter l'homme dans ses différentes logiques successives. C'est un travail qui a été écrit en 3 temps. L'avant 89 d'abord, toutes les recherches et le temps d'écriture ont été faits sur l'avant 89, puis 89-92, puis 92-94. Le but, c'était de ne pas écrire l'histoire d'un couple, mais l'histoire de 2 vies qui allaient à un moment se rencontrer. Le but, ce n'était pas d'écrire l'histoire d'un conventionnel, mais c'était d'écrire l'histoire d'un jeune homme, d'un avocat, d'un journaliste,
puis d'un conventionnel, en essayant de restituer étape par étape les logiques successives du parcours de Camille. Et il y aurait peut-être une troisième originalité, c'est d'essayer de montrer comment ce personnage de Lucile Duplessis, devenu Lucile Desmoulins, est finalement un personnage important de l'histoire qui n'existe pas simplement par son mari, mais qui permet aussi de comprendre le rôle politique d'une femme, parce qu'elle se sent véritablement citoyenne et elle agit en citoyenne à l'époque de la Révolution, le rôle politique d'une femme dans ces temps particulièrement denses et troublés que sont ceux de la Révolution française. Merci à vous.